Bonjour, je m'appelle Jules Marécaille, je suis data scientist à Vertigo et on va parler de ce que c'est d'être dans la peau d'un data scientist. Donc c'est une conférence que je fais au nom de Vertigo, l'entreprise pour laquelle je travaille, dans le cadre des conférences de Naoned IA. Pour parler rapidement de Vertigo, c'est une entreprise qui édite un logiciel qui est une plateforme d'intelligence artificielle pour faire des prédictions en tout genre, principalement dans le domaine du retail. Voilà. Et donc, on va parler un peu de data science et le but, c'est voilà, de démystifier un peu les concepts, les termes, de faire une petite introduction à qu'est-ce que c'est le machine learning. Donc, si vous êtes un expert en machine learning, vous n'êtes probablement pas au bon endroit. La data science, c'est quoi au fond? La data science, on la représente souvent comme l'intersection de trois domaines qui sont l'informatique, les statistiques et la connaissance métier, business expertise. Et donc c'est vraiment l'intersection de ces trois composantes et on a besoin d'avoir ces trois domaines de connaissances en tant que data scientist. On rajoute parfois la communication aussi, parce que c'est important de pouvoir expliquer ce qu'on fait à des gens moins techniques et à des décideurs pour qu'ils puissent, les experts s'en vont, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on fait telle ou telle préconisation. Et si je devais résumer en un mot, ou en une phrase plutôt, en un mot c'est un peu ambitieux, le rôle du data scientist, c'est d'extraire de la valeur à partir d'un ensemble de données. Et le plus important dans cette phrase, c'est bien sûr la donnée. Et on va en reparler. Quelques concepts clés. Alors, je vais essayer de balayer un peu certains concepts, et puis on va prendre un exemple pour ça, parce que sinon ça va être vite très ennuyeux. Ça, c'est toutes les stations Biclou de Nantes. Il y en a un peu plus d'une centaine, je crois. Et récemment, je me suis dit que ça serait rigolo de faire un algorithme d'intelligence artificielle qui prédit combien il y a de vélos, ou plutôt il y aura de vélos à chaque station Biclou pour une heure donnée. Alors j'ai des passe-temps un peu personnels. Et donc on va s'intéresser à qu'est-ce que c'est la data science dans ce cadre, à travers ce cas d'usage. Comment ça marche un modèle? Qu'est-ce qu'on veut fondamentalement? On veut pouvoir donner des données à un modèle pour qu'il apprenne dessus, qu'il s'entraîne. Et après, on aura un modèle, c'est une boîte floue. On veut lui donner de nouvelles données et obtenir un résultat grâce à ce modèle. Donc ça, c'est le fonctionnement d'un modèle tel qu'on l'entend au sens data science. Et donc, quand on parle de données, on parle d'un jeu de données qui ressemble à ce que je vous ai mis là. Donc, un jeu de données, c'est un ensemble d'observations qui sont en fait des lignes, si on les représente sous forme de tableau. Et pour chaque observation, on a la partie en bleu qui représente ce qu'on appelle les features. Donc là, dans le cadre de notre prédiction de vélo à une station Biclou, ça peut être la température qu'il fait, ça peut être le mois de l'année, l'heure de la journée, et puis s'il pleut ou non. Voilà, c'est tout un tas d'observations, et puis on peut en avoir des centaines. Et on a ce qu'on appelle le label, donc qui est la chose qu'on cherche à prédire. Là, en l'occurrence, c'est des vélos. Donc, et on a un historique, des valeurs historiques qu'on a observées, et on sait que, par exemple, il faisait 12 degrés un jour de mars à 15h, il ne pleuvait pas, et on avait 3 vélos à notre station Biclou. On a un ensemble d'observations, et puis ce qu'on veut in fine, c'est pouvoir lui dire, bon bah, si il fait 17 degrés, qu'on est en avril, qu'il est 18h, et qu'il pleut, combien est-ce que j'aurai de vélos à cette station? Et c'est ça en fait qui nous intéresse. Je vous ai mis un label, il n'y en a pas toujours, on y reviendra. Donc je parlais de features, qui sont les variables qui décrivent notre observation. Donc ce sont des variables qu'on va donner à notre modèle, et sur lesquelles il va faire des apprentissages. Chaque variable, elle peut influer plus ou moins sur le modèle. C'est ce qu'on appelle la feature importance. On ne va pas y revenir, c'est juste un terme comme ça. Et puis il y a différents types de features qu'on peut avoir. Là, je vous ai mis des exemples. Ça peut être la température, si ce sont des features temporelles. Ça peut être l'âge d'une personne, si les observations, c'est des personnes. Ça peut être le prix, si les observations sont des produits. Et voilà. Et les features peuvent être corrélées entre elles ou avec le label, ce qui peut être utile si, par exemple, le nombre de vélos, c'est toujours exactement l'heure de la journée. Ça m'étonnerait, mais c'est possible. Là, il y a une forte corrélation entre ces deux variables, et donc c'est très intéressant de donner ça à un modèle, parce qu'il va savoir très très bien nous donner
nous rendre quelque chose qu'on lui a donné. La première étape quand on veut résoudre ce problème, donc là par exemple, mettons, on veut prédire le nombre de stations de vélo à une station Biclou, c'est d'explorer le jeu de données qu'on a à disposition. Donc c'est toujours la première chose par laquelle on commence. Ça passe par des visualisations, des études statistiques, c'est un mot très dur à dire, et c'est une étape qui peut avoir une très très forte valeur ajoutée. Là, je vous ai mis un graphe, par exemple, des prénoms donnés à des enfants entre 1920 et 2000. On voit que forcément, en 1920, il y a beaucoup de Hélène, en 1960, beaucoup de Patricia, et en 2000, beaucoup de Ashley. Je ne sais pas si ça a beaucoup de valeur, mais c'est le genre de graphe qu'on peut visualiser. Et c'est l'évolution, voilà, des prénoms. Et puis dans notre cas, on pourrait observer, je sais pas, le nombre moyen de vélos qu'il y a à chaque station. Est-ce qu'il y a des stations qui sont jamais pleines? Est-ce qu'il y a des stations qui sont toujours vides? Ce genre de choses pour essayer d'avoir un petit peu de sens et de trouver l'expertise métier dont je parlais au début. J'avance. Ouais, et c'est une étape qui est en amont du feature engineering dont on va parler maintenant. Le feature engineering, qu'est-ce que c'est? C'est créer les nouvelles variables et décider celles qu'on va donner à notre modèle. Le but du jeu, là, c'est d'expliciter l'information qu'on va donner à un modèle. Par exemple, dans le cas de la station Biclou, ça peut être, au cours de la dernière heure, combien il y a de vélos qui ont été empruntés à cette station, ou combien il y a de vélos qui sont rentrés dans cette station. Ou peut-être qu'on peut faire un ratio, peut-être qu'on peut faire quel pourcentage de vélos par rapport à la capacité de la station sont rentrés. Enfin, c'est essayer de trouver des choses qu'on peut mathématiquement créer et donner à notre modèle, en combinant des features entre elles ou en choisissant spécifiquement des features qu'on va exclure ou donner à notre modèle. Et le but du jeu là-dedans, c'est de donner le maximum d'informations au modèle, mais avec le minimum de features possible. Et je vais vous présenter ça sous une analogie qui est un peu personnelle, que j'appelle l'analogie du petit monsieur sur son banc. Faut s'imaginer que le modèle, c'est un petit monsieur sur un banc qui regarde ce qu'on veut lui faire regarder. Donc là, en l'occurrence, on lui fait regarder une station Biclou pendant très longtemps, et on lui dit, il faut que tu notes les informations pour toutes les variables qu'on te donne, toutes les features qu'on a choisies. Donc par exemple, si on lui dit, note-moi la météo, la température qu'il fait, il va noter la température, et il va noter à chaque fois le nombre de vélos qu'il a. Et si on lui donne juste trop peu d'informations, si on lui dit juste note la température et donne-moi le nombre de vélos, il va pas trop savoir quoi en faire. Si on lui donne plusieurs infos, qu'on lui dit bon bah voilà, la moyenne des vélos à cette station Biclou c'est ça, là le flux, la tendance en ce moment c'est qu'il y a plus de vélos qui sortent qui rentrent, peut-être qu'on lui donne l'heure de la journée, c'est intéressant pour lui. Si on trouve les bonnes choses à lui faire noter, notre petit monsieur sur son banc avec son carnet, il va être super fort à nous deviner, à nous dire quand on lui donnera un nouveau cadre, il sera super fort des nouvelles features, il sera super fort à nous dire combien il y aura de vélos à cette station Biclou. Et finalement, notre petit monsieur sur son banc, il va se tromper, parce que personne connaît le futur, et il va jamais réussir à nous dire parfaitement, là il y aura 3 vélos. Peut-être qu'il va nous en dire qu'il y a 2 vélos alors qu'il y en aura 3, peut-être qu'il va nous dire qu'il y a 4 vélos alors qu'il n'y en a que 2. Mais l'important à retenir là-dedans, c'est que tous les modèles vont se tromper, mais certains sont utiles. Et en fait, s'il a bon 99% du temps, ou 90% du temps, peut-être que ça a quand même de la valeur. Ou peut-être que même s'il a bon que 60% du temps, ça a peut-être déjà de la valeur. Et donc, c'est une phrase un peu classe d'un mathématicien anglais que je vous ai mis là, mais qui est à mon sens très très importante. On va parler du machine learning, qui est vraiment le truc dont on entend toujours parler et que peut-être vous ne savez pas ce qu'il y a derrière ce terme. Moi j'appelle ça la boule de cristal du data scientist, encore une fois très personnel. Qu'est-ce que c'est en vrai? C'est un algorithme qui apprend à partir d'un ensemble de données. Donc le nom est très bien choisi, machine learning. Et plus on a un nombre de données conséquent, plus les résultats vont être pertinents. Ou en tout cas, c'est ce qu'on espère. Si nos données sont pertinentes, on espère que plus on lui en donne, meilleurs ces résultats seront. Et il existe beaucoup de types de modèles différents, mais il y a 4 grandes catégories, et on va en parler de 3 grandes catégories après. Et comment ça s'articule le machine learning dans l'intelligence artificielle, parce qu'on entend toujours un peu ces 3 termes-là ensemble, l'intelligence artificielle, le machine learning et le deep learning. Je vous ai mis des exemples, mais en gros, l'intelligence artificielle, c'est
un programme qui peut prendre des inputs et se comporter à peu près et adapter son comportement en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Le machine learning, on l'a vu, c'est un modèle un algorithme qui apprend d'un ensemble de données, et le deep learning, c'est un sous-ensemble du machine learning qui apprend un grand nombre de données avec ce qu'on appelle des réseaux de neurones. Donc c'est pour des problèmes plus compliqués. Voilà. Et puis là, en exemple, je vous ai mis qu'un solveur de Rubik's Cube, c'était plutôt dans la catégorie intelligence artificielle. La prédiction du nombre de vélos à une station Biclou, c'est plutôt du machine learning. Et la reconnaissance d'image, si on veut savoir détecter où est un vélo sur une image, c'est plutôt du deep learning. Pour parler des modèles, mettons que vous avez votre problème et que vous voulez choisir quel type de modèle il va falloir utiliser. Je vous ai fait un super graphe pour ça. Dans notre cadre de nos stations Biclou, voilà, on se pose la question, on va faire du machine learning. La première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a des labels dans notre jeu de données. Donc on l'a vu au début. Les labels, c'est la colonne qui décrit ce qu'on cherche à prédire. Et donc ça arrive qu'on n'en ait pas. Donc si on n'en a pas, on est dans une catégorie du machine learning qu'on appelle l'apprentissage non supervisé. C'est quand même possible de faire du machine learning, ça va être des résultats un peu différents. Et c'est ce qu'on appelle des modèles de clustering. Donc ils vont venir mettre des choses ensemble. J'avance déjà. L'apprentissage, si on a des labels, on est dans un cas qui s'appelle l'apprentissage supervisé. Hop. Et là, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on cherche à prédire une valeur qui est numérique ou une valeur qui est catégorielle. Donc par exemple, une valeur numérique, c'est notre nombre de vélos à une station Biclou à un moment donné. Notre variable catégorielle, ça peut être quel type de champignon, on lui donne la description d'un champignon et il nous dit le type d'un champignon. Parce que un champignon, c'est un nom d'un champignon, c'est une catégorie. Donc, si notre variable est catégorielle, on est dans un problème de classification. Donc on va chercher à classer une observation selon un label donné. Ça peut être de la classification binaire ou non, il y a des petites différences entre les deux. Et si ce qu'on cherche à prédire, c'est une valeur numérique, on est dans un cadre de régression, et c'est là que notre problème de vélo à une station Biclou tombe. Pour parler un peu de ces trois modèles, le clustering, comment ça fonctionne ? Le clustering, ça vient regrouper des choses qui se ressemblent ensemble. L'exemple que je vous ai mis là, c'est l'exemple de la segmentation client. Donc, vous êtes une entreprise, vous êtes un magasin qui avait des clients qui achètent des choses chez vous. Et bien, là, les caddies que je vous ai mis représentent les paniers des clients. Et bien, vous pouvez vous pouvez demander à un algorithme de regrouper ensemble les paniers qui se ressemblent. Et donc, selon les paramètres que vous lui donnez, là par exemple, je lui demande de me diviser cet ensemble en trois grandes catégories, peut-être qu'il va choisir la couleur des caddies qu'on peut imaginer qui représentent le contenu du caddie pour faire des agrégations. Donc là, on aurait peut-être tout en haut, en jaune, les gens qui achètent plutôt des choses pour leurs enfants. En rouge, les gens qui achètent plutôt des bières, et puis en vert, les gens qui achètent des produits bio. Donc voilà, c'est un genre de segmentation qu'on peut faire, ou avec des paramètres différents, mais dans le même ensemble de base toujours, peut-être que l'algorithme peut nous sortir des choses différentes, là, qui peuvent être en fonction de la taille du panier. Donc les gens qui achètent beaucoup de choses, les gens qui achètent peu de choses. Donc ça, c'est le première catégorie de modèles, c'est vraiment le clustering. Le deuxième catégorie de modèles, c'est la classification. La classification, donc toujours avec des labels qui cette fois sont catégoriels, que j'ai représenté ici avec des points bleus et rouges, blanc et rouge. Et donc le but du modèle, c'est de venir tracer la ligne pour dire de quel côté de la ligne notre point est rouge, de quel côté de la ligne notre point est bleu. Mettons qu'on prend mettons qu'on cherche à deviner. Alors attendez, je trouve un exemple. Si une transaction, je vais prendre un exemple qui est marqué là, ça va être très bien. Si une transaction bancaire est frauduleuse ou non. On peut imaginer que sur l'axe des abscisses, on a le montant de la transaction, et sur l'axe des ordonnées, qu'on ait c'est très bien préparé cette présentation. J'ai passé beaucoup de temps. Pardon ? Très bien, c'est super. C'est la distance entre
le pays d'origine et le pays d'arrivée, et ben notre modèle va être très fort à venir tracer une ligne. Et puis on sait que si on a une nouvelle transaction, on peut la mettre quelque part dans notre espace. Donc, si elle tombe ici, on sait qu'elle est non frauduleuse. Si on tombe ici, on sait qu'elle est frauduleuse, par exemple. Donc ça, c'est le but d'un modèle de classification. Je vous ai mis 2 axes, mais en réalité, chaque axe, c'est vraiment les features dont on parlait au début. Donc on peut en avoir autant qu'on veut, et donc ça peut être un espace multidimensionnel. Et donc le modèle est bien plus compliqué qu'une droite dans ces cas-là. Dans les exemples que je vous ai mis, si oui ou non un client va nous quitter pour un concurrent dans les prochaines semaines à venir, ou si une transaction bancaire est frauduleuse ou non, ou l'espèce d'un champignon, j'en parlais. Et puis le dernier exemple, c'est la régression. Là, le but du jeu, c'est de tracer une droite qui vient représenter notre distribution de données, c'est pas vraiment le terme, mais qui vient fitter au mieux notre ensemble de données, pour qu'on puisse, à partir des observations, placer un point quelque part sur la droite et puis avoir un résultat. Donc ça, c'est vraiment la catégorie de notre problème de prédiction du nombre de biclous à une station. Mettons qu'un axe soit la température qu'il fait et l'autre axe soit l'heure de la journée. On peut être capable de créer un modèle qui vient représenter cette droite et puis savoir estimer combien il y aura de vélos à cette station dans la journée. Et encore une fois, là je vous ai mis un espace en 2 dimensions, mais c'est un espace qui peut prendre n dimensions. Des exemples de modèles de prédiction d'un modèle de régression: le prix d'une maison, la vente d'un produit, ça c'est vraiment notre cœur de métier à Vertigo, c'est combien on va vendre de yaourt dans le Monoprix du centre-ville de Nantes mardi prochain. Et le nombre de vélos à une station biclou. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire sur ce modèle? Pas grand-chose. Au final, qu'est-ce qui est important? Alors j'ai omis pas mal de choses parce que 20 minutes finalement c'est assez court. Le plus important dans tout ça, on aimerait tous avoir... je vous ai mis la super analogie de l'igloo, de l'iceberg, qui est vraiment un truc qui n'a pas trop été utilisé. On a tous envie d'avoir des super prédictions, mais en fait le plus important dans tout ça, et 80% du temps d'un data scientist, c'est tout ce qui va être data cleaning, data processing, data analyse, etc. Et en fait, ce qu'on retrouve dans tous ces termes, c'est bien évidemment la data, parce qu'il y a un terme qu'on a en data science qui est garbage in, garbage out, c'est-à-dire que si vous avez des mauvaises données en entrée, vous aurez des mauvaises prédictions en sortie. Donc il faut prendre soin de vos données, c'est important, traitez-les bien, passez du temps à les traiter, et pour que votre petit monsieur sur votre banc ait les meilleures informations possibles et puis puisse vous donner ce qui vous intéresse vraiment, qui sont les meilleures prédictions possibles. Voilà, encore une fois, je mets énormément de choses là-dedans. Après, il y a tout qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a un modèle, comment est-ce qu'on le met en production, comment est-ce qu'on combine les modèles entre eux. Mais ce sera pour la prochaine fois, donc n'hésitez pas à revenir me voir, pas du tout. Voilà, et puis merci d'avoir été attentif. Je vais prendre un petit temps pour répondre à des questions si vous en avez éventuellement. Je sais que c'est allé un petit peu vite parce que j'ai un débit de parole élevé, mais je vous remercie de votre attention et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Merci. En surfant un petit peu sur l'exemple du... Ouais. Quelle mesure parasite l'intégration de données, on va dire, non corrélées? Ça dépend à quel point c'est non corrélé, parce que tu as toujours une corrélation plus ou moins importante entre ce que tu as. Par exemple, la température, c'est un bon exemple, c'est peu corrélé, parce que est-ce que 17 degrés ça correspond à 3 vélos ou à 4? On ne sait pas, mais on sent quand même que s'il fait plus froid, les gens vont moins sortir de chez eux et donc moins louer des vélos. Donc, le prix du saucisson à Verdun, ça sera du bruit complet. Et donc ça, c'est des choses qu'il faut émettre de notre modèle, parce que le modèle, lui, il ne fait pas savoir faire la différence. Donc il va se dire qu'il va essayer de trouver des choses là-dedans et créer des liens qui sont faux.
Dans le cadre de la météo, qui est une corrélation un peu plus nébuleuse, on peut peut-être essayer de passer l'information de manière plus intelligente à notre modèle, donner des paliers de température, où là, bon, bah, quand il fait entre 0 et 15 degrés, c'est clair, les gens sortent moins de chez eux, donc ça correspond en moyenne à moins de vélos. S'il fait un peu plus chaud, les gens sortent de chez eux et prennent le vélo, donc c'est un peu plus de vélo. Donc voilà, c'est toujours... il y a des choses qui sont absolument pas corrélées, qu'il faut absolument exclure, et il y a des choses qui sont peu corrélées, où il faut trouver une manière intelligente d'intégrer au modèle. Ouais, le travail de la donnée, c'est vraiment 80-90% du temps, et 80-90% de ce qui va générer de la valeur ensuite. Oui. C'était un exemple fictif, et je n'ai rien utilisé. On utiliserait un algorithme de régression. Après, il en existe des dizaines et des dizaines, et donc il faudrait faire des tests pour voir lesquels performent le mieux avec le problème. Voilà. Si vous voulez un point de départ, je vous conseille les arbres de décision, type Random Forest Decision Tree. C'est des choses faciles à manipuler en Python, avec des super bien documentés, donc c'est une bonne porte d'entrée. Oui. J'ai pas entendu la fin de... On peut savoir comment. Il y a certains algos de machine learning qui sont en mesure de nous expliquer pourquoi ils ont fait telle ou telle prédiction, notamment les decision trees, avec des choses, des concepts mathématiques un peu plus compliqués, comme par exemple les valeurs de Shapley, et certains algos sont en mesure de nous dire exactement je t'ai prédit ce chiffre-là parce que la température de 17 degrés, ça correspond à plus 3 vélos, la température de... Le fait qu'il pleuve, ça correspond à moins de vélos, et donc la somme de tout ça, c'est il y aura un vélo là-bas. Donc effectivement, c'est important de bien comprendre son système, et c'est pour ça que je parle d'expertise métier, de bien comprendre, et puis surtout pourquoi on fait du machine learning en fait, parce que des fois c'est pas la peine. Mais on est quand même en mesure, certains algorithmes, encore une fois, il faut bien choisir, sont en mesure de nous expliquer pourquoi ils font leurs prédictions. Et ben, je pense qu'on a fait le tour. N'hésitez pas, sinon je repose ce micro et je vous souhaite une bonne journée en vous remerciant de m'avoir écouté.